lorsqu'il s'agit du personnel non cadre. Bonsoir. Il s'agit donc du personnel non cadre, du personnel d'exécution. Ok, donc on peut considérer vraiment un important taux de licenciement, niveau de licenciement ici, bonsoir, à 70%, c'est extrêmement important, d'où des coûts financiers, donc d'où des coûts financiers importants. Ça va être vraiment cher. Ok, ça c'est le premier aspect. Au niveau du pays d'origine. Maintenant, au niveau du pays d'accueil, et là nous ne travaillons pour le moment que sur le personnel. Voilà, vous avez donc, installation et primes. Et primes du personnel cadre expatrié. Nous avons donc installation et primes du personnel cadre expatrié, ça va rentrer dans ça, et vous avez aussi le recrutement. Donc le recrutement sur place d'un personnel nouveau, d'un personnel d'exécution nouveau. Il va falloir aussi déterminer les coûts de formation qui vont être induits par ce nouveau recrutement. Les coûts de formation induits. Ok, par ce recrutement. Donc ça c'est au niveau du personnel. Maintenant au niveau des matériels de production, nous aurons des coûts de démantèlement. Qu'est-ce qui se passe? Nous aurons des coûts de démantèlement et de transport. Et de transport peut-être l'achat de nouvelles machines.
Donc tout ceci va coûter cher. Ok, donc les coûts financiers donc induits par la délocalisation vont être extrêmement. La sixième question, on la fera. Donc les coûts les coûts financiers donc qui sont dus à la délocalisation et devront être absorbés sur plusieurs années. Ça c'est la question 5. La question 5 sur les coûts financiers de la délocalisation. Donc vous considérez les coûts dans le pays d'origine et vous considérez les coûts dans le pays d'accueil. Dans le pays d'origine, vous avez des coûts de licenciement et des coûts de démantèlement. Et dans le pays d'origine, dans le pays d'accueil, vous aurez donc des coûts, par rapport au recrutement, vous avez des coûts d'installation et des primes par rapport à ceux qui viennent s'installer. Donc le personnel expatrié, le personnel cadre. Vous aurez aussi des coûts de formation pour les nouvelles recrues, et les coûts d'intégration dans la société, de façon à ce que les nouveaux salariés comprennent un peu la culture d'entreprise et comprennent la façon dont l'entreprise fonctionne. Et vous aurez, du point de vue du matériel, des coûts de démantèlement et des coûts de transport. Donc tout ceci constitueront des coûts financiers importants qui vont affecter la fonction financière. Et ça, c'est la fonction financière qui est affectée là. C'est maintenant qu'on touche la fonction financière de l'entreprise. Donc en dernier ressort. Et il va falloir gérer maintenant ces coûts-là sur plusieurs années. Et ça, c'est la fonction financière qui va s'en charger, la comptabilité et tout ça, à amortir maintenant ça sur plusieurs années. Voilà. Maintenant, nous avons la question 6. Est-ce qu'il y avait une autre alternative? Si quelqu'un a quelque chose, existait-il une autre alternative? Moi, je ne vois pas. Si quelqu'un voit, je suis prêt à entendre. Alternative. Et à discuter. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la modification de l'environnement nous vient de l'État. Cela signifie qu'elle s'impose à nous. À tous les acteurs sur le territoire. Si notre marché
et nos concurrents. Étaient au Sénégal. Si le marché et la concurrence étaient tous au Sénégal, donc la hausse des salaires n'aurait aucun impact sur la compétitivité. La hausse des salaires n'aurait aucun impact sur la compétitivité de l'entreprise. Donc l'entreprise n'est touchée que parce que son marché est externalisé, extérieur. C'est la localisation du marché de l'entreprise au Bénin qui explique les difficultés. Et justifie délocalisation. Il fallait se mettre au même niveau que les concurrents. Il fallait se mettre au même niveau que les concurrents.
C'est bon? Je peux passer à autre chose? Prévoir le coût des matières premières, me dit-on. Diamant. Oui, bien sûr. Je pense qu'on avait parlé des fournisseurs la semaine dernière. Et les résultats sur les fournisseurs. Bon, on fait un petit quelque chose. Alors, imaginons une autre modification de l'environnement. Suivez. Toujours qui nous vient de l'État. L'État augmente. Wow. Non, j'ai terminé avec ça. On a fini avec ça. Ça, c'est un autre problème que je vous pose maintenant. Ça rentre dans la même perspective. L'État augmente la TVA. Donc, de 18% à 25%. C'est beaucoup ça. Ou bien, vous avez l'État qui augmente. Vous avez donc deux cas. L'État augmente l'impôt. L'impôt sur les bénéfices. L'impôt sur les bénéfices à quel niveau maintenant? C'est 28% toujours ou bien 30%? Bon, de 30%, ça passe à... Non, je vais mettre à 50%. Vous avez il y a un niveau... L'impôt sur la fortune en France est de 75%. Vous savez. Il y a un impôt de 75% en France. Vous êtes au courant? 75% d'impôt. Pour ceux qui ont des revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Si tu les laisses comme ça, on te prend les 750 000. Il te restera 250. Alors, moi, ma question ici, est-ce que les deux actions ont les mêmes répercussions pour l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va les considérer de la même façon? Quelles sont les conséquences différenciées? Est-ce que ça va être différencié ou ça va être la même chose? Si c'est différencié, quelle sera la différence? C'est-à-dire, comment est-ce que les entreprises vont regarder, vont faire face à une stratégie
n'est-ce pas, a une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, la hausse de la TVA aura la même répercussion sur l'entreprise que la hausse de l'impôt sur les bénéfices? Les entreprises préféreront une hausse de TVA ou une hausse, voilà, des impôts sur le revenu? Quelles seront les conséquences pour chaque, et l'entreprise préférera quoi? Est-ce que l'entreprise préférera qu'il y ait une hausse des impôts ou bien une hausse de la TVA? Vous pensez? Il ne faut pas dire comme ça, impôt ou TVA. Il faut réfléchir et pas dire oui, pourquoi? Oui, d'accord. Vous dites TVA, mais pourquoi? Vous pensez qu'on préférera la TVA? Pensez que la hausse de la TVA n'a pas d'incidence alors sur la compétitivité? Il faut voir. Il faut voir la hausse de la TVA touche quelle activité de l'entreprise et la hausse des impôts touche quoi? Il faut savoir ça. Bon, maintenant, pour chaque élément, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'entreprise apprécie ces deux hausses. Est-ce qu'elle va les apprécier de la même façon? Et la deuxième question est quelles sont maintenant les implications en termes de stratégie? Les entreprises, qu'est-ce qu'elles feront? Donc, question, parce que si je ne vous pose pas, vous ne le saurez pas. Je vais vous poser les questions une par une. Comme ça, vous allez... Donc, pour vous permettre d'y répondre, je vous pose les questions une à une. Donc, 1. Oui, non, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, la hausse. Excusez-moi, comment la hausse de la TVA, c'est la première question, comment la hausse de la TVA affectera l'activité? Ou bien en quoi la hausse de la TVA affecte l'activité? Comment ou en quoi? La hausse de la TVA affectera l'activité, sa compétitivité, ou sa rentabilité. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, vous ne pouvez pas avancer. Il faut d'abord répondre à cette question. Deuxième question, faisons la même chose. Même chose. Comment ou en quoi la hausse de l'impôt sur les bénéfices affecte l'entreprise. Donc, deuxième question. Trois, entre les deux modifications négatives, quelle sera la préférence
de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui fera le moins de dégâts. Quelles seront les réponses stratégiques apportées par l'entreprise à ces modifications de son environnement? Ouais. Troisième question, quelle stratégie entreprendre? Tout à fait candé. Quelles seront les réponses stratégiques donc apportées par l'entreprise, n'est-ce pas, à ces modifications de son environnement? N'est-ce pas? Pour faire simple, quelle réponse stratégique entreprendre? Merci. Alors, l'augmentation de la TVA de 18% à 25%, c'est énorme. Est-ce que vous savez les implications d'une hausse de TVA dans un secteur? Qu'est-ce que la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que cela signifie? La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une taxe qui est supportée par qui? Hein? Est-ce que ce sont les entreprises qui supportent la TVA? Les entreprises ne supportent pas la TVA. Qui supporte alors la TVA? Les consommateurs. Ce sont les ménages qui supportent la TVA. Et donc, la TVA frappe alors qui directement? Les consommateurs. Mais au niveau de l'entreprise, ça frappe qui? Du point de vue de l'entreprise, l'entreprise dira que la TVA frappe qui? Mon marché. Donc, ça frappe directement son marché. Ça frappe le marché de l'entreprise. Et maintenant, mais ça frappe le marché de l'entreprise de la même façon. Si la TVA augmente au niveau du Sénégal sur un secteur, ça touche le secteur de la même façon. Et donc, ça n'a pas d'impact véritablement en matière de concurrence sur les entreprises du même secteur. Mais si le secteur se trouve en concurrence avec un secteur extérieur, alors, comme le tourisme, imaginons que ça frappe le tourisme. Si ça frappe le tourisme, c'est l'ensemble des hôteliers qui sont touchés, l'ensemble du secteur touristique qui va être touché de la même façon. Si la compétition s'arrête, se limite entre les hôteliers et les professionnels du tourisme au Sénégal, ça ne pose aucun problème. C'est le consommateur qui le ressent. Mais ça peut se traduire par une baisse de la demande dans le secteur. Puisque les services deviennent plus chers.
puisque maintenant, il y a certains demandeurs qui vont se retirer, par exemple. C'est possible. Mais au moins, du point de vue de l'entreprise, on n'a pas privilégié une entreprise par rapport à une autre. Par contre, si ça touche le tourisme, la compétitivité du secteur touristique ne sera plus assurée par rapport au tourisme des autres pays. C'est ça. Si par exemple, ça passe de 18% à 25% au Sénégal, ça veut dire que les produits touristiques seront plus chers. Et si la TVA est à 10% ou 5% en Tunisie, bon, bien que la Tunisie maintenant avec les attentats là, même si c'était à 0%, les gens n'iraient plus. Ok, donc on va considérer avec le Maroc par exemple, et les autres pays stables. Si la TVA est à 5% au Maroc, ça veut dire que les prix seront moins chers là-bas, et finalement, le secteur touristique sénégalais sera touché et ne sera pas compétitif par rapport aux autres secteurs. C'est ça la TVA. La TVA, ça touche le marché et ça touche l'entreprise. Ça touche donc comment, en quoi la TVA affectera l'activité, sa compétitivité, sa rentabilité. Ça touche la compétitivité. La TVA, ça touche la compétitivité. Au sens où c'est le marché de l'entreprise qui est touché. Le marché, c'est la clientèle. Et la clientèle va payer beaucoup plus cher. On peut craindre une demande automatique, n'est-ce pas, du niveau de demande. On peut craindre une baisse automatique du niveau de demande du fait simplement de cette hausse de TVA sur le secteur. Sur des produits pour lesquels la clientèle a un choix. Si ce sont des produits de première nécessité, vous ne verrez pas de problème. Si le produit est un produit de première nécessité, il n'y aura aucun impact. Les prix seulement vont être élevés, mais la clientèle restera. Mais s'il s'agit d'un produit pour lequel la clientèle peut faire un choix, comme le secteur hôtelier par exemple, une hausse de la TVA dans ce secteur, ça va plomber l'activité de ce secteur. Surtout si ce secteur se trouve en situation de concurrence avec l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Je suis simplement en train de faire une analyse, les répercussions d'une hausse de TVA sur l'activité. Mais pour faire cette analyse-là, il faut savoir que la TVA touche le marché de l'entreprise. Elle touche la clientèle, mais ne touche pas directement l'entreprise elle-même, mais touche l'entreprise de façon indirecte, en touchant son marché. Ok? Ça veut dire que donc, si on le fait, ça touchera les entreprises dans le pays de la même façon. Donc, il n'y a pas une modification de la concurrence pour les entreprises. C'est seulement le marché qui est affecté. À partir de ce moment-là, si le produit n'est pas essentiel, les entreprises peuvent craindre une baisse automatique de leurs demandes par rapport à ça. C'est simplement ça que ça touche. Donc ça touche leur marché. Est-ce que l'impôt sur les bénéfices touche le marché? Est-ce que l'impôt sur les bénéfices touche l'activité? Est-ce que ça touche le marché? La TVA touche le marché. Est-ce que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux touche le marché? Est-ce que ça touche l'activité? Est-ce que ça touche l'activité? Est-ce que ça touche le marché? Est-ce que ça touche la production? Est-ce que ça touche l'activité? Vous répondez non à toutes les questions. Donc, pour pouvoir prendre une décision, il faut qu'on compare les répercussions de chaque type d'impôt sur l'activité et sur l'entreprise. Et nous allons voir que ça touche de façon différente. La TVA, c'est un impôt qui est supporté par les consommateurs. L'impôt sur le bénéfice est supporté par qui? Et qui dans l'entreprise supporte ça? Est-ce que c'est l'entreprise qui le supporte? C'est supporté par qui exactement? Par les détenteurs, par les propriétaires. L'impôt, qu'est-ce que je raconte? En quoi l'impôt? Oui. C'est supporté, oui, parce qu'en fait, ça joue sur les résultats. Et ça, ça affecte même pas l'entreprise, ça affecte les propriétaires. Mais ça affecte aussi la capacité de réinvestissement des fonds. C'est seulement ça que ça affecte. Donc ça n'affecte pas les mêmes personnes. Tandis que la TVA touche le marché de l'entreprise, l'impôt sur les bénéfices, sur le résultat de l'entreprise,
c'est un impôt qu'on va avoir après l'activité, à la fin de l'activité, et qui va toucher directement les propriétaires. Mais ça va affecter l'entreprise au sens où ça peut toucher la capacité de réinvestissement des propriétaires, qui vont avoir quelque chose de moindre, et ça va toucher leur capacité de réinvestissement, et aussi leur capacité d'avoir des revenus plus importants par rapport à leurs prévisions. Si nous passons d'un niveau d'impôt de 30% à un niveau de 50%, mais qu'est-ce que ça fait? Ça décourage l'activité, carrément. Ça décourage l'activité carrément. Ça va répondre à la troisième question. Mais, pour la première question et la deuxième question, il faut montrer que les deux types d'impôts ne touchent pas de la même façon l'entreprise. Et que la TVA touche directement l'activité, puisque c'est un impôt qui va être supporté par les demandeurs, les consommateurs. Le marché de l'entreprise sera affecté et ce marché pourra être réduit du simple fait d'une hausse de TVA. Donc, ça ne profite pas à l'entreprise directement. De la même façon, l'impôt sur les bénéfices, c'est un impôt ex-post, ex-activité, qui est posé sur le résultat. C'est supporté par le résultat de l'entreprise. Bon, sinon, s'il n'y avait pas l'impôt, tout le résultat allait aux propriétaires. Mais avec l'impôt, les propriétaires se partagent le résultat avec l'État. Et l'État a décidé de prendre la moitié. On donnait avant 30%. Sur 100 millions, on donnait 30 millions. Maintenant, sur 100 millions, on donne 50 millions. Ça va laisser à réfléchir. Et ça va toucher donc directement les propriétaires. Et en quoi ça peut affecter l'entreprise? Ça peut affecter l'entreprise au sens où la décision de réinvestir peut être touchée. Ok? Si l'État avait laissé les 20 points de pourcentage aux propriétaires, ils auraient pu réinvestir une partie de leurs ressources dans l'entreprise et donc financer le développement de l'entreprise, renoncer à une certaine partie de leurs dividendes pour réinvestir, puisque c'est attractif. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Bon, il va se passer, troisième niveau, que l'activité sera découragée et que le pays ne sera plus attractif. L'attractivité du pays va être complètement remise en question. Les gens ne vont plus investir. C'est-à-dire que les pays, les entreprises qui voulaient venir vont freiner. Donc les mouvements de capitaux pour les investissements directs étrangers, ça ce sera terminé. Parce que de 30 à 50%, donc c'est un mauvais signal qui est envoyé à l'extérieur. C'est un mauvais signal qui est envoyé aux entrepreneurs. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant au sein du pays? Les gens qui ne peuvent pas faire autrement, quelles seront les stratégies de réponse à cette augmentation? Quelles seront les stratégies de réponse à ces augmentations? Prenons les BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux. Lorsqu'il y a augmentation de l'impôt sur les bénéfices, quels seront de cet ordre-là, passant de 30 à 50, quelles seront les stratégies? Les dépenses de quoi? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah oui, ouais. Ouais, c'est-à-dire, on va baisser les résultats. Voilà, ça va donner des stratégies visant à augmenter les charges pour les entreprises qui sont obligées, les entreprises sénégalaises, qui sont obligées. Et ça va aussi faire quoi? Donc, vous aurez des stratégies visant à augmenter les charges comme réponse. Vous aurez quoi aussi? Comment? On augmente les prix. Pourquoi vous voulez augmenter les prix? Non, mais là, oui, parce que, attention. Suivez, s'il vous plaît. On a défini, suivez, je suis en train de vous donner des exemples, des exercices. Sachez que ce sont les mêmes exercices que vous aurez. Les mêmes types. Donc, faites attention maintenant aux réponses. Une réponse comme ça, par exemple, ça ne colle pas. Et il faut voir comment est-ce qu'on va analyser il faut être cohérent. L'impôt sur les bénéfices n'affecte pas l'activité. Il ne faut pas avoir donc une solution qui touche l'activité. L'impôt sur les bénéfices ne touche pas l'activité. En me disant que vous augmentez les prix,
Bon, déjà, ça veut dire que vous avez la capacité d'agir sur les prix. Donc, est-ce que vous êtes en situation de monopole? Vous êtes dans quel type est-ce que vous êtes dans quel type d'activité qui vous permet d'augmenter les prix déjà? Et en plus, il y a aussi autre chose. Donc, un problème qui ne touche pas l'activité, vous lui donnez une solution, je ne sais pas comment, transférer la solution sur l'activité. Non, ouais, allez-y. Oui. Vous augmentez l'impôt de 50%. Oui. Oui. Non, pas du tout. Pourquoi le chiffre d'affaires va baisser? Puisque l'impôt, ça porte sur le résultat. Le résultat, c'est après activité. Donc maintenant, vous ne pouvez pas avoir des solutions qui vont être des solutions d'activité. Puisque l'activité, au niveau, attention, vous avez deux choses différentes. L'activité n'est touchée que dans le cadre d'une TVA. L'activité n'est pas touchée dans le cadre n'est pas touchée directement. N'est pas touchée directement. L'activité est touchée indirectement. Et pourquoi est-ce qu'elle est touchée indirectement? Puisque elle est touchée indirectement parce que la capacité de réinvestissement est touchée. Ce sont les actionnaires qui vont décider s'ils vont réinvestir ou pas. Donc, plus ils ont des ressources et plus ils peuvent réinvestir. Et maintenant, en diminuant leurs ressources, on a touché en même temps leur capacité à réinvestir et on les a en même temps découragés. L'État les a découragés, puisque l'État prend la moitié de leurs revenus. C'est énorme. Eux, ils travaillent, l'État ne travaille pas, mais prend la moitié de leurs revenus. Donc, ça va créer quoi? Ça va créer des stratégies de dissimulation de résultats. Des stratégies de dissimulation de résultats et des stratégies de fraude. Et ceux qui ne peuvent pas aller dans la stratégie de fraude et de dissimulation de résultats vont tout simplement quitter le pays. Au niveau des firmes multinationales, cela signifie qu'on va transférer la comptabilité du pays d'accueil, de ce pays-là, vers un centre beaucoup plus, où la fiscalité est plus clémente. Et voyez les stratégies qui se font en France, hein. Je sais pas, vous avez vu la fiscalité comment dirais-je, de Hollande, hein? Comment Hollande a fait? En faisant 75%, en prenant aux millionnaires 75% de leurs revenus, donc beaucoup de chefs d'entreprise ont décidé de changer de nationalité. Ils sont allés chercher la nationalité belge. Donc, le cinéaste là, il est parti même en Russie. C'est Depardieu. Parce que l'État leur prend 75% de revenu annuel. Si vous avez 1 million d'euros l'année, l'État te prend 750 000 si tu n'investis pas ton argent. Il ne faut pas laisser l'argent dormir. Il faut l'investir. Si tu l'investis, l'État ne fait rien. Mais si jamais tu décides de ne pas toucher à ton argent, de garder ton argent, l'État prend. Ouais. Il faut investir simplement. L'argent, tu l'investis dans l'immobilier. Enfin, tu fais travailler l'argent, quoi. En fait, si tu suivez, par cette mesure, l'État veut seulement que ces gens-là, enfin, veut les obliger à travailler avec l'argent et à ne pas laisser l'argent dormir. Maintenant, si tu ne le fais pas, tout l'argent que tu laisseras comme ça, sans rien, je veux dire, sans investissement, l'État va prendre 75% de tes ressources. À partir du moment où tu gagnes 1 million d'euros par an, les footballeurs, les chefs d'entreprise, les artistes, oui. Cela n'a rien à voir avec le paiement de l'impôt. Ça ne touche pas les gens qui sont en deçà et qui doivent payer l'impôt selon des tranches. Ça, c'est l'impôt sur les grosses fortunes. C'est un impôt qui touche les grosses fortunes à partir de 1 million d'euros. Alors, donc, il y aura 3 stratégies. Suivez. Il y aura 3 stratégies. Des stratégies de dissimulation. Stratégie de dissimulation. Dans la dissimulation, vous avez une dissimulation qui est légale
et une dissimulation qui relève de la fraude. Donc deux dissimulations. La dissimulation légale, la dissimulation qui est acceptée, c'est une augmentation des charges. Suivez s'il vous plaît. C'est une augmentation des charges de l'entreprise. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Donc, comme on sait que la moitié de l'argent sera pris par l'État, mais nous dépenserons l'argent avant l'État. Nous n'allons pas déclarer de revenus, de résultats. On va rester pendant 5 à 6 ans, on ne déclarera pas de résultats. Et on peut le faire. On augmente tout, on donne des 14e, des 13e et 14e mois. 13e, 14e mois à tous les salariés. On fait des séminaires de fin d'année. On ne fait même plus 2 jours, on fait une semaine. On demande même aux salariés d'amener leur famille. En même temps. Ça va être intéressant. On change toutes les machines chaque année, les ordinateurs, tout ce qui est changeable. Les voitures, on les augmente pour acheter des voitures pour tout le monde, tous les cas. On va leur donner des véhicules de service. Et ensuite, si ça ne suffit pas, on achète un terrain, un grand terrain. Et on commence à construire. Ça va nous prendre 3 ans. Et on met ces charges-là. Donc pendant 3-4 ans, on ne déclarera rien. Zéro résultat, zéro résultat, zéro résultat. Oui, ce sont les actionnaires qui décident ça. En fait, si l'entreprise est une entreprise sénégalaise, la personne ne peut pas partir. Elle ne pourra faire que ça. Mais si c'est une entreprise étrangère, c'est plus simple. Tu pars. Pour les entreprises étrangères, ça part. Ou bien on crée une filiale. Donc, en fait, on fait de l'entreprise sénégalaise une filiale et on crée une entreprise, comment on dit ça? Voilà, une maison mère à l'extérieur. Et on concentre la comptabilité, y compris la comptabilité sur place, au niveau de la maison mère, ce que font les firmes multinationales pour échapper à l'impôt. Et la maison mère en général est installée dans un paradis fiscal, à Monaco ou ailleurs. Et comme ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout est concentré. On a une centralisation de l'ensemble de la comptabilité dans toutes les zones, dans tous les pays. Donc, on dirige la comptabilité vers une comptabilité générale au niveau de la direction générale qui est dans un paradis fiscal. Et on déclare les résultats globaux au niveau du paradis fiscal. Et c'est moins cher. Ça sont les entreprises. Donc, par exemple, si on le fait au Sénégal, ça ne va pas affecter Total, Elf, les grosses entreprises là. Ça ne va pas les affecter. Les multinationales ont toujours les stratégies qui leur permettent de contourner cette affaire. Mais les entreprises nationales, les entreprises sénégalaises, détenues par les Sénégalais, des nationaux, dans le privé, elles ne pourront pas faire grand-chose. Bon, maintenant, effectivement, elles peuvent tenir 4 ans. Si elles tiennent 4 ans, le temps que l'État se rende compte de sa bêtise, oui. Après, on peut avoir une baisse. Mais le Sénégal, enfin, le pays qui fait ça ne sera plus attractif au niveau des investissements directs étrangers. Okay? Il n'y aura plus d'attractivité du pays. Alors, si on vous donne ça, de cette façon-là, une TVA et un impôt sur les bénéfices, il faut d'abord analyser les répercussions directes et indirectes sur l'activité de l'entreprise. Vous avez une répercussion directe de la TVA sur l'activité de l'entreprise au sens où ça touche directement son marché et sa demande. Vous avez une répercussion indirecte de l'impôt sur les bénéfices parce que ça touche que les propriétaires et c'est un impôt après les résultats et donc après l'activité. Qu'est-ce que ça peut affecter? Ça peut affecter simplement les capacités des propriétaires à réinvestir dans la société. C'est tout ce que ça affecte. Et ça décourage aussi l'activité. Ce sont les deux éléments. Est-ce que c'est clair? Faut-il l'écrire ou pas? Réponse.
Bon, vous voyez que j'ai exagéré les taux, hein. J'ai exagéré les taux pour que ça soit lourd, quoi, pour que les réponses de l'entreprise soient costauds. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Une hausse de cet impôt pousse les investisseurs à regarder ailleurs quand vient le temps de placer leurs fonds, tout à fait. Les investisseurs ne vont plus venir même. En fait, voyons un peu. On n'a pas fini de prendre. Écoutez, vous voyez avec, vous êtes à Catherine, vous voyez avec vos camarades, sinon je vous le redonne à la fin de l'heure. C'est bon. Ensuite, voilà. On a Diamant. On suppose que les entreprises répercutent l'intégralité de la hausse de la TVA dans les prix. Non, attention. Suivez. Oui, c'est clair que la TVA, c'est dans les prix de toute façon. Ok. La TVA. Mais la TVA, c'est un impôt qui est collecté par les entreprises pour le compte de l'État. Et suivez s'il vous plaît. Parce que les gens, ceux qui ne sont pas comptables peuvent ne pas comprendre le fonctionnement de la TVA. Les entreprises ne supportent pas la TVA. Les entreprises déduisent la TVA. Okay? Vous avez TVA collectée. Les entreprises, lorsque elles collectent de la TVA, doivent redonner cette TVA à l'État. Suivez. Pour les non comptables, ceux qui ne sont pas comptables. Parce que les comptables, on n'a pas besoin de leur expliquer le processus de la TVA. Maintenant, si les entreprises facturent la TVA, donc elles collectent la TVA pour l'État. Ça veut dire que par exemple, le produit coûte 100 hors taxe. Une entreprise vend un produit à 100 francs hors taxe. Elle doit mettre une TVA de 18%. Ça veut dire que l'entreprise va vendre à 118. Les 18 c'est pour l'État et les 100 sont pour l'entreprise. Donc l'entreprise ne doit prendre que son hors taxe. Bon, mais dans ce processus-là, comme l'entreprise ne doit pas supporter de TVA, l'entreprise, lorsqu'elle achète aussi, achète avec TVA et supporte donc une TVA. Mais cette TVA-là, donc, je donne les exemples. L'entreprise a vendu 100 et a facturé son client une TVA de 18%. Donc, a vendu à 118, dont les 100 lui appartiennent et les 18 appartiennent à l'État. Et l'entreprise va acheter. Lorsqu'elle achète à son fournisseur, elle a acheté aussi à 100 et paye à son fournisseur aussi 18. Donc, l'entreprise a payé 118. Ok? Maintenant, elle a collecté pour l'État 18, mais elle a aussi payé 18. Or, elle ne doit pas supporter la TVA. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devait donner à l'État 18, mais comme elle a déjà donné les 18, donc elle ne donne plus rien. 18 moins 18 égale 0. Elle va simplement constater cette TVA et faire une déclaration en disant que j'ai récupéré pour vous 18 que j'ai donné à telle entreprise. Et l'État va suivre l'autre. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si elle avait facturé, disons, 36 et dépensé que 18, elle allait simplement faire 36 moins 18, il restera combien? 18 qu'elle va verser à l'État. L'État, je te dois 18. Prenons le contraire. L'État, il a pris pour l'État 18 et a donné 36. Il va dire, donc, j'ai récupéré pour toi 18 et j'ai donné 36. Donc 36 moins 18, il restera 18. Vous me devez 18. Il dit à l'État, vous me devez 18. Il va déclarer simple. Est-ce que c'est clair? Les comptables, vous comprenez mieux la TVA? Ok. Hein? J'ai pas fait d'erreur. Les comptables, j'ai pas fait d'erreur de comptabilité. Ok. Merci. Donc. Hein? Pour les prix hors taxe.
Le hors-taxe, ça appartient. Il n'y a pas de problème sur le hors-taxe. Le hors-taxe, c'est l'entreprise. C'est la TVA qui pose problème. La TVA est pour l'État. Bon, alors, on donne les réponses rapidement parce que c'est déjà 20h11. Hein? Donc, la réponse 1. La TVA est une taxe. L'activité donc qui touche directement la clientèle des entreprises. Donc elle peut se traduire par des baisses automatiques de demande, de la demande, ok. En fait, il n'y a pas un problème de son, c'est moi qui ne parlais pas. Hein. La TVA est une taxe sur le commerce ou l'activité qui touche directement la clientèle des entreprises. Elle peut se traduire par des baisses automatiques de la demande dans les secteurs ou des secteurs non fondamentaux. Ok. Pour le tourisme ou le secteur hôtelier, cela entraîne une baisse de compétitivité du secteur par rapport à l'international. Par rapport à l'international. Okay. De l'impôt sur les bénéfices porte sur les résultats de l'entreprise. L'impôt sur les bénéfices porte sur les résultats. Les résultats ou le résultat. C'est le résultat. Je vais mettre le résultat. Résultat de l'entreprise.
Il va donc affecter les propriétaires. Son impact sur l'activité est indirect. Son impact négatif sur l'activité est indirect au sens où il touche la capacité de réinvestissement investissement de l'entreprise. Donc cette capacité qui est une capacité entre les mains cette capacité bien évidemment étant entre les mains des actionnaires, des propriétaires. De l'investissement des entreprises qui est entre les mains. Donc cela décourage également la culture. Alors, quelle sera la préférence maintenant des entreprises? Les entreprises préféreront-elles la TVA ou l'impôt? Est-ce qu'elles préféreront que la TVA augmente ou que l'impôt augmente? Donc, parce qu'en fait, elles peuvent avoir plus de problèmes lorsque la TVA augmente que lorsque l'impôt augmente. Ça, hein? Dans tous les cas, bon, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a? Quels sont? Donc, elles vont préférer l'impôt. Mais si on dit qu'elles préféreront l'impôt, il faut montrer alors pourquoi. Parce que l'impôt ne touche pas directement l'activité. Et s'il y a des actions qui touchent l'activité, il n'y aura même plus de résultats à se partager. Si l'activité est compromise, il n'y aura plus de bénéfices à se partager. Donc, une modification qui touche l'activité est plus dangereuse qu'une modification qui touche le résultat. Parce que s'il y a résultat, c'est parce qu'il y a activité. Lorsqu'il n'y a plus activité, ok, il faut le dire comme ça. En fait, il ne faut pas dire que ça, bon, on va supprimer la TVA. Non. Puisque la TVA affecte l'activité, donc une taxe affectant l'activité, une modification portant sur l'activité est beaucoup plus dangereuse qu'une modification portant sur le résultat. Parce qu'une modification portant sur le résultat, c'est après. Et de toute façon, on ne prendra pas tout. Mais on ne peut pas avoir de résultat si l'activité ne marche pas. Et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Donc, préférence pour la TVA. Préférence pour la hausse de l'impôt. Je veux dire préférence pour que la modification porte sur l'impôt. Hein? Donc, préférence pour la hausse de l'impôt.
Mais pourquoi est-ce qu'on va le dire? Parce que cette hausse affecte de façon indirecte et ex post, c'est-à-dire après seulement, ex post, l'activité, ne touche pas directement l'activité. La TVA, elle, affecte l'activité directement. Donc ça affecte l'activité directement au point de pouvoir la compromettre. Compromettre. Alors, quelle stratégie? Vous avez la dissimulation. Vous avez la dissimulation, vous avez les fraudes. Et vous avez le changement de pays fiscal, si vous voulez, de zone fiscale. Dissimulation, fraude, changement de pays. Changement de pays pour le siège social. Hein? Et concentration de la comptabilité. Au siège. Voilà. Donc, bon, je prendrai les questions la semaine prochaine au niveau des campus. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va terminer rapidement. On s'arrêtera la semaine prochaine. Donc, on terminera rapidement les stratégies dans le cours et on fera une révision générale. Vous préparez les questions que vous voulez, on y répondra et on va préparer l'évaluation et l'examen. Je remercie les campus. Vos questions, vous me les posez, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ok. On termine la semaine prochaine. Je vous remercie dans les campus.